Les Républicains, on en parlait tout à l'heure, les Républicains qui cherchent à construire une digue contre Éric Zemmour. On a entendu Damien Abad, qui a débattu d'ailleurs avec Éric Zemmour ici, sur ce plateau d'ailleurs. Il disait qu'il ne devait pas, à l'époque, il disait qu'il ne devait pas y avoir de droite honteuse. Ah bah. Mais là, il dit... et là, il dit que si Éric Zemmour se rêve en tsunami populiste, les Républicains seront une digue infranchissable. Mathieu Bock-Côté, est-ce que c'est un phénomène nouveau que de vouloir construire une digue contre un éventuel adversaire? Ah non, pas du tout. En fait, tout système politique devant un nouveau venu que l'on voit comme un intrus a tendance à vouloir l'expulser, le repousser rapidement, en disant « tu n'as pas d'affaires dans le jeu, dégage bonhomme ». Bon, ça, je pense, c'est une loi inévitable de la vie politique. Cela dit, depuis une quarantaine d'années, on l'a vu autour de l'émergence de ce qu'on appelle quelquefois, abusivement, l'extrême droite, il y a eu cette idée du cordon sanitaire qu'il fallait tendre pour éviter, pour imperméabiliser la démocratie contre la présence de l'extrême droite ou du populisme. Donc, il y avait cette idée que certains acteurs étaient fondamentalement inacceptables. Il fallait refuser de débattre avec eux, il fallait refuser de leur présence dans la mesure du possible à l'Assemblée. Et s'ils s'y trouvaient, il fallait vraiment les isoler, les bannir. Ensuite, on peut dire que cette tentation de tendre le cordon sanitaire, la formule est origine de Belgique, eh bien, aujourd'hui, elle est réinventée à travers, finalement, la théorie de la digue. Bon, la théorie de la digue, Laurent Bouvet a eu une bonne formule à l'époque pour ceux qui parlaient de vouloir faire barrage, toujours. Il faut faire barrage au RN. Il appelait ça la gauche castor. Eh bien, là, on arrive ici avec la droite castor. Il faut faire une digue, il faut faire barrage. Il faut marquer une distance pour marquer du sceau de l'infréquentabilité, le dénommé Zemmour. Alors là, il y a différentes méthodes qui sont utilisées. La pétainisation. Alors qu'on est devant quelqu'un qui se réclame depuis toujours du gaullisme, on nous explique que c'est un néo-pétainiste. Bon. Il y a aussi, depuis quelques jours, la talibanisation. On nous dit, est-ce que c'est Radio Kaboul qui nous parle lorsqu'il parle? Bon, donc Pétain, les talibans, j'essaie de savoir quelle va être la prochaine catégorie. Probablement Palpatine, hein? Si on se réfère un peu à l'univers de Star Wars, il doit être aussi méchant que l'empereur dans Star Wars. Donc, d'une manière ou de l'autre, on cherche des catégories disqualifiantes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on prétend expulser du jeu politique une figure qui s'y invite. Faut ajouter, soit dit en passant, que pendant un bon moment, la presse de gauche s'indignait de la présence de Zemmour et bien d'autres, soit dit en passant, sur certaines stations de radio, de télévision, en disant « Comment a-t-on pu leur offrir la parole ?» Et donc, ces gens-là, finalement, se posent en distributeurs de la parole officielle. Qui a le droit de parler? Qui n'a pas le droit de parler? À qui on peut tendre le micro? De qui doit-on parler sans lui parler? Donc, de ce point de vue, ça nous pose la question centrale de ce que j'appelle une sociologie des codes de la respectabilité et de la fréquentabilité en politique. Beaucoup de questions à vous poser par rapport à ça, d'autant plus que lorsqu'on parle de la droite, comme vous avez bien planté le décor tout à l'heure, il y en a beaucoup chez LR qui ont dit officiellement « je rejoins Éric Zemmour », etc. Donc on en parle. Tout ça en filigrane pour bien comprendre. Mais la théorie du cordon sanitaire que vous évoquez, est-ce qu'elle est quand même compatible avec l'idéal démocratique? L'idéal démocratique présuppose qu'il y a plusieurs courants dans une cité, plusieurs courants de pensée, et qu'aucun n'a le monopole du vrai, du juste et du bien. Or, ce qu'on nous dit finalement, c'est que certains courants sont à ce point marqués du sceau luciférien qu'il ne faut pas les admettre dans le débat public. C'est d'ailleurs parmi les nombreuses techniques d'infréquentabilisation, c'est la diabolisation. Hein, c'est-à-dire, nous sommes devant, non pas ici des hommes parmi d'autres hommes qui ont des idées qui ne sont pas les nôtres, mais qui méritent d'être discutées. C'est la présence du diable parmi nous. Et je l'ai déjà dit ici, on le voit même, on le sent, il est sulfureux. Hein, et il sent même les ordures, il est nauséabond. Alors ça, c'est un élément qui revient en boucle. Mais il y a d'autres méthodes de disqualification. Donc, il y a la diabolisation. Il y a aussi la méthode par l'utilisation de l'histoire. Et là, on va nous dire globalement qu'il y a donc les forces qui reviennent du passé. Donc, c'est vraiment la représentation progressiste de l'histoire. Donc, il y a les forces du passé, les réactionnaires, les forces du présent, le statu quo, les conservateurs, et les forces de l'avenir, les progressistes. Et puisque nos sociétés évoluent toujours vers un meilleur demain, comment peut-on tolérer que les forces venues d'hier viennent hanter le présent et faire vivre ou circuler encore des idées qui ne devraient plus exister dans la cité?
Donc, c'est l'argument par l'histoire, vous êtes dépassé. Hein. Toujours, vous êtes dépassé, mais dépassé par quoi? Dépassé par qui? On est dans une course automobile? Ah, qu'importe. Et là, il y a un autre argument, et ça, c'est une autre méthode que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment, c'est très fréquent aujourd'hui, c'est la psychiatrisation. Donc, c'est la réduction de la position de l'adversaire à une phobie parmi d'autres. Vous êtes contre la théorie du genre, vous êtes probablement transphobe. Vous êtes contre l'immigration massive, vous êtes xénophobe. Vous êtes critique de l'islam, vous êtes islamophobe. Et là, les phobies se multiplient. Et dès qu'apparaît la critique d'une position nouvelle portée par la gauche diversitaire, eh bien, une phobie nouvelle apparaît. La grossophobie, la glottophobie, et nous sommes tous, finalement, sans le vouloir, multiphobes. Et il y a cette idée qu'on sait, pendant longtemps, la gauche réclamait le monopole du vrai, du juste et du bien. Elle réclame aujourd'hui le monopole de la santé mentale. Parce qu'elle dit finalement que vous êtes phobe. Donc vous avez une obsession névrotique, vous avez une espèce de rapport trouble. Allez voir votre psychiatre. Revenez nous voir quand vous serez délivré de vos obsessions. Mais d'ici là, venez pas polluer la vie politique avec vos névroses. Donc ça consiste à transformer l'adversaire en fou. Ce qui est une bonne manière de ne pas débattre avec lui et de lui dire finalement vous avez besoin d'une consultation davantage que d'un débat. Alors, et à travers ça, je pense qu'il faut porter une grande attention. En fait, je vous confesse ici mes propres obsessions, mes propres manies. Au vocabulaire utilisé par la classe médiatique. Moi, le journaliste de gauche comme figure politique me fascine. C'est-à-dire à travers les termes qu'il utilise pour parler des gens. Le conservateur, l'ultra-conservateur. Et là, si vous demandez à un journaliste de gauche... J'ai lu ça de vous. Bien sûr, mais de nous tous, hein, quand même. Et là, quand on pose la question, mais qu'est-ce qui distingue le conservateur de l'ultra-conservateur? Oui. Vous entendez normalement une mouche... Et vous vous demandez pourquoi? Parce que la plupart du temps, ces termes-là ne sont pas utilisés pour décrire, mais pour décrier. Ils sont utilisés, et on va demander quels sont les critères. Moi, je me dis, si vous distinguez le conservateur de l'ultra-conservateur, c'est que vous devez avoir en tête une théorie très fine qui permet de distinguer le modéré du radical. Elle est normalement absente, la théorie. Ce qui veut dire que finalement, ces termes-là sont utilisés pour disqualifier. Donc, il faut vraiment, je pense, faire un travail très fin de décryptage du langage médiatique pour voir les termes utilisés pour disqualifier l'adversaire, la peur de l'autre, les phobies, je le disais, les ultras, les modérés. Et là, tout ça, une fois qu'on fait ce travail, ça permet de dévoiler l'idéologie implicite portée par le langage médiatique. Décrypter l'idéologie invisible, inconsciente même quelquefois, de journalistes militants qui ne savent pas qu'ils le sont, ça c'est un travail d'hygiène démocratique. Appelons ça une véritable forme de fact-checking. Inconscient très souvent, et effectivement. La démocratie libérale, Mathieu Bock-Côté, n'est-elle pas en droit de se défendre contre ceux qui la menacent? Ah ben oui. Et moi, je suis passionnément démocrate libéral. Je suis très aronien. Je crois à la démocratie libérale. Mais le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devant une falsification de la démocratie libérale qui diabolise ceux qui défendent ses fondements. Vous défendez la nation, on vous fait passer pour extrémiste de droite. Vous défendez l'universalisme, on vous fait passer pour néocolonial, antidiversité. Et donc, là, c'est le paradoxe d'un régime qui présente comme lépreux ceux qui défendent les conditions d'existence même des sociétés libérales et occidentales, qui extrême droitisent ceux qui veulent se porter à sa défense. Et au même moment, qui se montre d'une complaisance gênante devant ceux qui veulent le détruire. Par exemple, la tendance woke dont on parle souvent, qui est véritablement une gauche religieuse, fanatique, qui théorise son hostilité à la liberté d'expression, ah ben il faut la comprendre, peut-être est-ce une contribution légitime à la vie démocratique. Et devant les islamistes, la complaisance devant les islamistes, quelquefois, me semble fascinante devant la multiplication des signes d'un islam de combat dans l'espace public, qui cherche à s'approprier l'espace public. Et bien là, il faut comprendre. Et de ce point de vue, Houellebecq, dans Soumission, avait compris, au-delà du caractère plus ou moins prophétique du livre, il avait compris la psychologie du régime diversitaire, qui consiste d'un certain progressisme, qui, en dernière instance, préférera faire de l'œil à l'islamiste qui se dit modéré, plutôt qu'à celui qu'on présentera comme le méchant nationaliste de droite, et ainsi de suite, parce que lui, c'est le retour du passé, de l'histoire, des heures les plus sombres avec des traits d'union, alors que de l'autre côté, au nom de l'ouverture à l'autre, on fera un clin d'œil à celui qui véritablement voudra nous abolir. Éric Zemmour, c'est le diable? Pour certains, assurément. Mais vous notez comment on le présente. Le polémiste, multicondamné, récidiviste d'extrême droite, Éric Zemmour. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que le type est pas recommandable. Et Eugénie Bastier, les arguments dans tout ça?
beaucoup de sémantique. Mais je crois que Mathieu, tu as oublié un argument décisif qui est aussi l'argument stratégique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cordon sanitaire entre Éric Zemmour et LR, il y aura un cordon ombilical. Simplement, s'ils ne mettent pas un barrage entre Éric Zemmour et eux, ils se feront aspirer, ils disparaîtront. Donc il y a aussi une vision stratégique du cordon sanitaire. C'est pour exister encore, on fait du protectionnisme idéologique, on fait une barrière. Mathieu, je vous laisse le dernier mot dans un instant. Simplement, c'est de la politique politicienne. Mathieu, je vous laisse le dernier mot dans un instant. Marc Menant, et je vous laisse la conclusion. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que la droite, la gauche s'unissent sur les mêmes principes. Quand vous dites, mon cher Mathieu, la condamnation de l'islam, c'est-à-dire que vous êtes raciste. Si vous dites, regardez, oui, ils revendiquent les espaces de piscine, ils portent le voile, etc. C'est contraire à notre principe des Lumières. Vous êtes un raciste. Mais là, c'est aussi bien de droite que de gauche que l'on a ce type de contre-argumentation fallacieuse. Mathieu Bocoté, le dernier mot sur cette digue sémantique qu'on a vue dans tous les sens. Eugénie nous dit l'argument stratégique, elle me permettra de compléter son propos. Je pense qu'il y a aussi une partie de la gauche qui n'est capable de combattre qu'à condition d'être persuadée d'avoir devant elle un ennemi absolu. Elle a besoin de mener croisade. Sa psychologie n'est pas celle de l'adversaire, mais de l'ennemi public et même de l'ennemi de l'humanité. C'est-à-dire, se battre raisonnablement contre quelqu'un avec qui on est globalement en désaccord, mais avec qui on peut parler, c'est ennuyant. Battre la croisade contre l'ennemi, ça, c'est enthousiasmant. Merci à tous pour cette émission. Excellente suite de programme sur CNews et à lundi.